Freud et la psychanalyse, rappel des fondamentaux. 2.4.2 Le stade oral. Le stade oral s'étend de la naissance à l'âge de 12 mois environ. La zone corporelle prioritairement investie par la libido est la bouche, et c'est par cette ouverture corporelle que l'échange a lieu avec le monde extérieur. À cet âge, le seul élément extérieur qui compte est le personnage nourricier, donc la mère ou son substitut, donc la zone corporelle prioritairement investie par la libido pendant le stade oral qui s'étend de la naissance à l'âge de 12 mois environ. Donc cette zone corporelle prioritairement investie, c'est la bouche. Et c'est par cette ouverture corporelle que l'échange a lieu avec le monde extérieur. Le seul élément extérieur qui compte est le personnage nourricier, donc la mère ou son substitut. Toute la structuration psychique va s'organiser autour du plaisir des plaisirs, lié à l'action de téter ou de ne pas pouvoir téter quand le besoin s'en fait sentir. L'enfant est complètement sous la domination du principe de plaisir. La recherche de plaisir à tout prix, par les voies les plus directes, devient le principal but vital dès qu'il comprend que la tétée est pleine de promesses d'assouvissement de sa tension liée à la faim. Par cette opération psychique, le besoin purement alimentaire se modifie en désir de contact avec la mère et la puissante demande affective à son égard en est la manifestation. L'ajournement d'un besoin-désir est, pour le bébé, impossible. Il y a une intolérance à la frustration. Si nous devions traduire en mots ce que le nourrisson exige en permanence, il faudrait utiliser la locution, ouvrir les guillemets, tout de suite. Fermer les guillemets. L'ajournement d'une satisfaction est un processus secondaire, donc dépendant du principe de réalité. Le nourrisson ne connaît ni l'un ni l'autre. L'objet de la pulsion sexuelle qui permet le plaisir est le sein maternel ou le biberon, et le lait tiède qu'il prodigue. Le nourrisson, étant strictement incapable de distinguer une partie d'un tout, la mère entière est assimilée au sein et devient l'objet dispensateur de plaisir. Ainsi, le sein maternel, ou son substitut, est le premier objet investi par la pulsion sexuelle et la première source de plaisir, tout comme il est le premier objet de déplaisir lorsque l'enfant le désire sans l'obtenir, et donc le premier objet haï. On peut ainsi mesurer la dimension gigantesque que la mère prendra dans l'inconscient de l'enfant, et que l'inconscient de l'adulte conservera. Car son univers se résume à sa relation à elle, car l'univers de l'enfant se résume à sa relation avec sa mère. C'est une période où prédomine la relation à deux, encore qu'il faille relativiser le deux, car un nourrisson n'a pas une conscience nette de ses limites corporelles et encore moins psychiques. Il se vit comme formant un tout unique avec sa mère. Le terme de période fusionnelle est utilisé pour décrire cet état. L'investissement exclusif de l'entité indivisible enfant-mère par la libido définit le narcissisme. On qualifie donc cette période de narcissisme primaire. L'organisation de celui-ci, ainsi que tout le dynamisme oral, sont déterminants pour l'avenir de l'enfant, et bien sûr de l'adulte. Par exemple, les fantasmes de puissance, lorsqu'ils prennent des proportions énormes, sont toujours d'origine orale. Mal résolue, la problématique narcissique primaire a des conséquences psychopathologiques importantes. Citons les toxicomanies et certaines psychoses, entre parenthèses schizophrénie, psychose maniaco-dépressive. Ces dernières, en effet, auraient leur origine dans la période orale, et on y retrouve des mécanismes identiques, en particulier une perte de la réalité qui ne s'explique
que par un surinvestissement libidinal sur le moi et non pas vers des objets extérieurs. Une cause majeure de nombreuses psychoses pourrait être que le petit enfant n'a pas pu se détacher de la relation fusionnelle à la mère, parce qu'il aurait ressenti cette dernière comme hostile et ou absente, et ceci à tort ou à raison. L'angoisse d'abandon consécutive de cette perception est tellement douloureuse qu'il y a une réaction défensive par une tentative de satisfaction fantasmatique mise en acte chez le psychotique dans des hallucinations et ou des délires afin de réparer ce qui fut vécu comme une carence. Ce mécanisme est calqué sur la satisfaction hallucinatoire du désir, déjà typique du tout petit enfant, lorsque l'expérience de satisfaction est impossible. Dans ces cas, il y a donc une régression massive au stade oral. Cette remarque sur les psychoses souligne deux aspects fondamentaux du stade oral. Il s'y produit les premières expériences de satisfaction qui resteront inscrites, indélébiles, dans l'inconscient. D'autre part, s'y structurent les premiers fantasmes inconscients qui sont très actifs et fréquemment source d'angoisse. Ceux-ci, d'autant plus qu'ils sont investis d'une forte charge libidinale initiale et que leur teneur tourne autour de thèmes cannibaliques. Les fantasmes cannibaliques sont typiquement oraux car en rapport avec la bouche, c'est-à-dire avec le couple d'opposés, manger, être mangé. Par ailleurs, les désirs oraux sont aussi générateurs d'angoisse et de défense massive, parce qu'ils sont tous marqués par l'intolérance à la frustration, et surtout par l'exigence du retour à la toute-puissance narcissique du petit enfant. Donc, ils sont particulièrement irréalisables dans leur forme infantile, et spécialement incompatibles avec des relations aux objets extérieurs, sinon sur un mode radicalement autoritaire ou délirant, comme dans les psychoses. Abraham va distinguer deux périodes à l'intérieur du stade oral. Il définit le stade oral précoce, qui est la vraie période fusionnelle dont nous avons parlé, et pendant lequel la pulsion sexuelle est prédominante sur la pulsion agressive, et le sein investi sexuellement. Puis, au moment de l'apparition des premières dents, débute le stade oral sadique, pendant lequel l'enfant va faire l'apprentissage des joies de la morsure, entre guillemets, du sein, ou de son substitut, objet maintenant plutôt investi par les pulsions d'agression. Cette dernière période du stade oral est particulièrement difficile pour l'enfant, car tout en prenant plaisir à dévorer la mère, entre guillemets, il vit dans la peur des représailles de celle-ci. Entre parenthèses, elle va me dévorer, fermez la parenthèse. Et dans l'angoisse de la perdre d'autre part. Entre parenthèses, donc de perdre son objet dispensateur de plaisir. On pourrait traduire son fantasme par « plus je la mange, plus je la détruis, plus je risque de la perdre et d'être seul ». De plus, il commence à se frotter à ses premières frustrations dues à des limitations internes. Par exemple, il peut manifester son sadisme, mais pas trop sous peine d'un excès d'angoisse, dû au fantasme de destruction par dévoration de la mère. Mais alors, il se prive d'un plaisir et la colère qui en résulte génère également une angoisse. Si le moi se forme dès la naissance, cette proposition n'est pas de Freud mais de Melanie Klein, c'est véritablement à ce moment du stade oral sadique qu'il prend une véritable consistance dans le sens d'une instance régulatrice qui doit commencer à faire des choix. Donc cette dernière période du stade oral est particulièrement difficile pour l'enfant car tout en prenant plaisir à dévorer la mère, il vit dans la peur des représailles de celle-ci et dans l'angoisse de la perdre. De plus, il commence à se frotter à ses premières frustrations dues à des limitations internes.
Par exemple, il peut manifester son sadisme, mais pas trop sous peine d'un excès d'angoisse dû au fantasme de destruction par dévoration de la mère. Mais alors, il se prive d'un plaisir, et la colère qui en résulte génère également une angoisse. Si le moi se forme dès la naissance, c'est véritablement à ce moment du stade oral sadique qu'il prend une véritable consistance dans le sens d'une instance régulatrice qui doit commencer à faire des choix. Le stade sadique oral est un passage d'autant plus pénible de la vie du petit enfant qu'au 8e mois environ, le bébé commence à comprendre qu'il est différent de sa mère. Nous pourrions imaginer cette période en disant qu'il commence à faire l'apprentissage de la solitude, ou plus précisément qu'il découvre ce qu'il a toujours été, à savoir un individu seul et unique. C'est l'établissement de la relation d'objet. D'un point de vue psychomoteur, on peut le voir à ce moment observer et manipuler ses mains et ses pieds. L'angoisse d'abandon signe cette prise de conscience du bébé et se réveillera chez l'adulte chaque fois qu'une possibilité d'abandon, de rejet existera. La combinaison possessivité-rejet, si importante dans les conduites humaines, en particulier dans les névroses, est également structurée à ce moment clé. Cette nécessité vitale de sortir de la fusion d'avec sa mère, qui correspond d'ailleurs approximativement à la période du sevrage, amène l'enfant à comprendre également sa dépendance totale à son égard, car non seulement elle pourvoit à ses besoins vitaux, mais elle a également le pouvoir de satisfaire ou non ses désirs agressifs sexuels. Une période charnière va alors commencer, pendant laquelle l'agressivité de l'enfant, sous forme de revendication, va s'inscrire de plus en plus dans les conduites du moi. En somme, le nourrisson est, à sa naissance, presque un ça à l'état pur. Puis il va évoluer en interaction avec le seul monde qu'il connaît, sa mère, et c'est dans ce cadre que les ébauches du moi s'organisent et que l'inconscient proprement dit commence à se structurer. Il est évident que cette métamorphose ne se fait pas sans douleur. Des mécanismes de défense très puissants vont se former et on les retrouvera à l'œuvre dans les névroses. Entre parenthèses, et électivement dans les structures narcissiques. Fermez la parenthèse. Nous en avons décrit un précédemment, l'introjection. Donc nous avons décrit précédemment un mécanisme de défense, l'introjection, qui est à la base de l'identification proprement dite. Les autres sont principalement le déni, le clivage et l'idéalisation. Illustrons ce propos sur les défenses en reprenant la période pendant laquelle le bébé se sent abandonné, en insistant sur le fait qu'il ne s'agit pas vraiment d'une réalité objective. Quoique imperceptiblement, une mère change d'attitude lorsque le bébé grandit. Mais du résultat de vécus d'abandon successifs exacerbés lors des poussées désirantes de l'enfant d'être au contact de sa mère, de la mère. Donc illustrons ce propos sur les défenses en reprenant la période pendant laquelle le bébé se sent abandonné, en insistant sur le fait qu'il ne s'agit pas vraiment d'une réalité objective, mais du résultat de vécus d'abandon successifs exacerbés lors des poussées désirantes de l'enfant d'être au contact de la mère. Cette complexité des expériences du bébé donnera lieu à une construction fantasmatique. À la suite de Mélanie Klein, nous savons qu'il va d'abord dénier ces vécus en élaborant un fantasme. Entre parenthèses et entre guillemets, ce n'est pas vrai, fermez les guillemets, fermez la parenthèse. Puis il va cliver l'objet ici total, c'est-à-dire la mère, en mauvais objet, celle qui abandonne et qui représentera les méchants, entre guillemets. Ouvrir la parenthèse, qui sont souvent les étrangers à la famille restreinte, fermer la parenthèse, et en bon objet, celle qui protège et satisfait au désir. Enfin,
la bonne mère, entre guillemets, sera idéalisée, véritable objet de culte, ce qui permettra de résoudre l'angoisse d'abandon grâce au leurre défensif. Entre parenthèses, on en revient au entre guillemets, ce n'est pas vrai, fermez les guillemets, mais avec un autre sens, deux points, ouvrir les guillemets, avec une mère aussi merveilleuse, ce n'est pas possible, fermez les guillemets, fermez la parenthèse. Cette idéalisation servira au cours des stades ultérieurs à alimenter les refoulements et d'autres idéalisations, entre parenthèses du père par exemple. Si la réalisation de l'angoisse en reste là et n'évolue pas vers une véritable acceptation de la réalité de la séparation psychique d'avec la mère, si la résolution de l'angoisse en reste là et n'évolue pas vers une véritable acceptation de la réalité de la séparation psychique d'avec la mère, il y a de fortes chances pour que l'adulte hérite d'une névrose à prédominance orale, entre parenthèses, dite narcissique. Ainsi, dès son âge le plus tendre, l'enfant est confronté à des dilemmes presque insolubles dont les termes, entre parenthèses, désir plus défense, fermez la parenthèse, forment des conflits psychiques. Ceux-ci, et les stratégies élaborées pour tenter de les résoudre, s'inscrivent dans l'inconscient et resteront intactes chez l'adulte. Ces cicatrices pourront se rouvrir et laisser éclater un traumatisme psychique qui était là, latent. Ces passages difficiles et inévitables illustrent pourquoi la psychanalyse a souvent considéré que tout être humain était névrosé, si on entend par névrose les effets d'un conflit inconscient non résolu. Dans le cas particulier du stade oral, il est évident que, si ces passages sont inévitablement douloureux et traumatisants, la mère joue un rôle considérable, car son attitude peut atténuer les souffrances dues aux difficultés inhérentes à la croissance psychique du petit enfant, ou au contraire les aggraver. Il a souvent été reproché à la psychanalyse de culpabiliser les parents, et en particulier la mère, de la névrose de leurs enfants. D'une part, on ne voit pas comment un parent pourrait être coupable de son inconscient qu'il méconnaît. D'autre part, que les parents soient responsables, entre parenthèses, ils doivent répondre de leur inconscient, fermez la parenthèse, est évident. Donc d'autre part, que les parents soient responsables est évident, mais ce n'est pas autrement que de la façon dont nous venons de le dire. Donc d'autre part, que les parents soient responsables est évident, mais ce n'est pas autrement que de la façon dont nous venons de le dire, à savoir qu'un enfant passe obligatoirement par des phases névrogènes et que les parents ont alors le pouvoir d'en diminuer les effets, mais pas de les empêcher. Alors, d'autre part, que les parents soient responsables, parce qu'ils doivent répondre de leur inconscient, est évident. Mais ce n'est pas autrement que de la façon dont nous venons de le dire, à savoir qu'un enfant passe obligatoirement par des phases névrogènes et que les parents, électivement la mère pour la période orale, ont alors le pouvoir d'en diminuer les effets mais pas de les empêcher. Il existe évidemment des parents franchement pathogènes et dangereux pour leurs enfants. Prenons l'exemple d'une froideur maternelle glaçante ou d'un exhibitionnisme parental de mauvais aloi, sans compter les agressions physiques, verbales, sexuelles, mais ils sont alors toujours eux-mêmes psychiquement très perturbés. Je pense que des parents responsables évitent de faire de leur enfant l'otage, entre guillemets le médicament, le pansement, l'emplâtre, la béquille, fermez la parenthèse, de leur névrose. Ce n'est pas la névrose parentale qui est pathogène à l'égard de l'enfant, mais le degré de dénégation de la part du ou des parents névrosés. L'enfant a besoin de vérité et de transparence, c'est le mensonge qui est destructeur. Dans le fichier audio suivant, il sera question du point 2.4.3, le stade anal. Donc le stade anal dans le fichier audio suivant.